Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un outil qui pourrait vraiment changer notre manière de faire des recherches sur le web. Au programme, on va parler de confidentialité bien sûr, d'alternatives aux géants qu'on connaît tous, et on va plonger dans les rouages de Search Engine. Allez, c'est parti. Pensez-y une seconde, ce petit clic sur le bouton en rechercher, on le fait des dizaines de fois par jour sans même y réfléchir. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe juste après, ce qui se trame vraiment en arrière-plan chez les géants de la recherche? La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe et elle nous concerne tous, car elle touche directement à nos données. Et voilà le cœur du sujet. Pour la plupart des services gratuits qu'on utilise, le deal est assez clair, même s'il n'est pas toujours dit explicitement. On nous offre un service pratique et en échange, nos informations deviennent la monnaie d'échange. Chaque recherche, chaque clic, ça vient nourrir un profil publicitaire super détaillé sur nous. C'est le modèle économique qui fait tourner une grande partie du web actuel. Donc cette recherche qu'on connaît par cœur, ce modèle, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un suivi quasi constant. Les mots qu'on tape, les liens sur lesquels on clique, le temps qu'on passe sur une page, absolument tout est gardé, analysé. Alors oui, ça permet d'avoir des résultats et des pubs hyper personnalisés, c'est vrai, mais il y a un prix à payer, et ce prix, c'est notre confidentialité. Mais la question c'est, est-ce qu'on est obligé de fonctionner comme ça? Est-ce que c'est la seule voie possible? La réponse c'est non. Absolument pas. Il existe une autre manière de voir les choses, une approche complètement différente, qui met la protection de nos données au centre de tout. Et c'est justement là que des outils comme SearchNG entrent en jeu. Alors SearchNG, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas un moteur de recherche comme les autres, c'est ce qu'on appelle un métamoteur. Le concept est en fait super simple. Au lieu d'avoir ses propres robots qui parcourent le web pour tout indexer, SearchNG va aller poser la question à d'autres moteurs de recherche à notre place. Il joue le rôle d'un intermédiaire, d'un bouclier protecteur entre nous et eux. Ok, concrètement, comment ça se passe? C'est assez malin. C'est comme si on avait un assistant personnel ultra discret. On lui donne notre recherche, lui il part de son côté et va poser la question à plein de moteurs différents, mais de façon complètement anonyme. Ensuite, il récupère toutes les réponses, les mélange et nous les présente. Et le plus important, à aucun moment notre identité n'est révélée. C'est l'assistant qui a fait la recherche, pas nous. Bon, on a compris le principe. Mais maintenant, entrons un peu dans le détail. Comment est-ce que cet outil arrive à nous protéger aussi bien? Quels sont les secrets de fabrication qui garantissent cette confidentialité? Regardez ce chiffre, 247. C'est le nombre de services de recherche et de bases de données différentes que SearchNG est capable d'aller interroger. C'est énorme. Et cette force de frappe, elle a un double avantage. D'abord, ça noie notre recherche initiale dans la masse, ce qui est excellent pour la confidentialité. Et ensuite, ça nous donne des résultats beaucoup plus variés et potentiellement moins orientés que si on passait par un seul moteur. Et ça, c'est vraiment l'ADN du projet. Ça se voit direct dans les fonctionnalités. Le principe de base est simple. Zéro suivi, zéro profilage. Rien n'est gardé sur la personne qui fait la recherche. Point. Évidemment, les connexions sont chiffrées. Les scripts et les cookies, c'est optionnel, on a le contrôle. Et pour ceux qui veulent vraiment le top de l'anonymat, il est même possible de l'utiliser via le réseau Tor. Maintenant, il y a un autre point qui est super important à comprendre avec SearchNG. Derrière, il n'y a pas une multinationale ou un département marketing, non. C'est un projet open source qui est développé et maintenu par une communauté de volontaires. Et quand on parle de communauté, ce n'est pas juste un mot. Si on va voir sur le dépôt GitHub officiel du projet, on voit plus de 272 contributeurs. C'est le résultat d'un travail collectif et surtout transparent. N'importe qui peut aller regarder le code, voir comment ça fonctionne, proposer une modification ou signaler un bug. C'est ça la force de l'open source. Et si on jette un œil sous le capot, on voit que c'est du solide. La grosse majorité du projet est écrite en Python, ce qui en fait une base de code moderne et plus facile à maintenir pour la communauté. Et puis on voit un peu de tout, du shell, du HTML. Ça montre bien que les compétences des contributeurs sont variées, de la logique du serveur jusqu'à ce qu'on voit à l'écran. Alors là, on touche à un point qui peut paraître technique, mais qui est en fait la clé de voûte du projet. La licence AGPL 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est la garantie ultime que SearchNG et toutes ses futures versions resteront toujours des logiciels libres et ouverts. C'est une assurance contre le risque que le projet soit un jour racheté ou fermé. La transparence, c'est pas une option, c'est gravé dans le marbre. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais maintenant la question pratique. Comment on fait pour l'utiliser? Eh bien, il y a principalement deux grandes méthodes, chacune avec ses avantages. La première solution, la plus simple pour se lancer, c'est de passer par une instance publique. Ce sont des serveurs SearchNG que des bénévoles installent et ouvrent à tout le monde. Le site search.space en liste environ 60. C'est parfait pour essayer. La deuxième option, pour ceux qui veulent le contrôle total et une confidentialité maximale, c'est l'auto-hébergement. Là, on installe sa propre version de SearchNG sur son serveur.
Ça demande un peu plus de compétences techniques, c'est sûr, mais c'est la garantie de ne dépendre de personne en utilisant des hébergeurs comme Contabo ou Infomaniac par exemple. Alors voilà, en voyant qu'il existe des alternatives comme celle-ci, la question finit par se poser, ne serait-il pas temps de repenser notre façon de chercher sur Internet? Entre le confort des grands écosystèmes et le contrôle que nous redonnent les outils ouverts, où place-t-on le curseur? C'est une bonne question à se poser, je crois. Merci d'avoir suivi cette présentation.